Alors, bienvenue à cette seconde session de la communauté Eloqua. On s'était rencontrés, pour ceux qui étaient là, il y a 2 mois, le 2 février pour son lancement. Donc, voilà. Nous, on est ensemble pour 1h30 environ. Je vais d'abord très rapidement, parce que l'agenda est très chargé, vous présenter les résultats du questionnaire de la session précédente, parce qu'on a envoyé une petite enquête juste après. Ensuite, nous aurons Jessica Depeux de la BNP qui nous donnera son retour d'expérience par rapport à l'utilisation interne d'Eloqua, enfin l'utilisation pour la communication interne. Elle sera accompagnée de Victor Djeda de Oracle. Ensuite, nous aurons Frédéric Eugène Lexact et toute l'équipe projet de la plateforme CapMailing qui nous présentera donc cette plateforme. Et nous terminerons par une présentation des nouveautés et de la roadmap Eloqua par Camille Lagrange de Oracle. Donc, c'est parti pour la synthèse des réponses du questionnaire de lancement. Alors, d'abord, juste un point rapide pour la partie présentielle. Donc, on a été une vingtaine de sociétés représentées la dernière fois. Globalement, au niveau satisfaction, ça a plutôt bien répondu aux attentes de tout le monde, puisqu'on a une grosse majorité de 4 et 5 étoiles. Voilà. Au niveau des commentaires, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une majorité de retours sur le fait qu'il y avait une belle synergie, que les attentes, elles sont à peu près toutes les mêmes. On a tous besoin d'exploiter un petit peu l'utilisation d'Eloqua, de partager entre nous nos retours d'expérience et d'avoir des bonnes pratiques, etc. Quelqu'un a donné un retour sur le fait qu'il manquait un petit peu des présentations d'usage, best practice, etc. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la dernière fois, on était plus en mode lancement. On était plus là pour se présenter, de savoir ce qu'on attendait de la communauté, etc. Pour les futures sessions, on nous a demandé, puisque en change des parties aussi, des thématiques. Donc, je ferai un focus la fois prochaine pour être sûr de bien tout couvrir parce que c'est assez disparate. Mais on va faire un focus, je pense, plus précis la fois prochaine. En tout cas, je vous laisserai lire les retours. Pareil pour les autres suggestions, on va voir. Le principe, c'est qu'on va essayer de faire mapper ce retour. Donc, les thématiques classées par ordre de 1 à 5, plus vos autres suggestions, on va essayer de les faire mapper sur les sessions suivantes. Donc, aussi bien en retour d'expérience qu'en témoignage, en intervention de Oracle ou intervention d'intégrateurs, voilà. Donc, on va essayer de faire au mieux pour que ça colle aux attentes. Pareil, je vous laisserai lire plus en détail les suggestions de tout le monde. Pour les modules, au niveau de notre utilisation, au global d'Eloqua, là c'est pareil, c'est assez diversifié. On a un petit peu de tout concernant par exemple la version d'Eloqua. On a un petit peu de basique, standard, enterprise, c'est assez, on va dire, lissé. Sur l'utilisation, sur l'ancienneté de l'utilisation d'Eloqua, pareil, on a un petit peu de tout. On a quelques sociétés qui sont là quand même depuis pas mal de temps, 2013-2016, et puis d'autres qui sont plus récentes, 2019-2021. Donc, c'est assez lissé dans le temps. On a un gros pic de vente en 2018. Ensuite, sur les intégrateurs, ce qui revient souvent, c'est Ifrontech, Reply, Excuse My Web, et puis on a aussi de l'Accenture. Voilà. Donc, on a quand même une utilisation assez diversifiée. On a posé aussi avec Sabine la question pour savoir qui était prêt à partager son retour d'expérience pour les fois prochaines. Donc, on a eu 6 réponses positives, donc on vous en remercie. Donc, 2 sociétés ont répondu oui sur la partie intégration Salesforce, donc intégration Data Tools ou bien intégration
parcours client. Les autres personnes n'ont pas précisé exactement ce sur quoi elles voudraient témoigner, mais pareil, on va essayer de faire coller ça aux attentes du plus grand nombre. Voilà pour les témoignages. Et puis, on va, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au témoignage de la BNP par rapport à l'utilisation interne des locaux. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Donc, Jessica, Victor, c'est à vous. Ok, merci. Je vais partager mon écran. Hop, si ça veut bien. Bien sûr, ça ne me propose pas la bonne. Alors, petit souci technique, j'avais quelques slides à partager avec vous. Ça va pas être ça. Bon, sinon on va faire sans les slides, c'est pas grave. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Jessica Depeux. J'espère que vous m'entendez correctement. Je travaille donc auprès de la direction de la communication de BNP Paribas. Et je suis donc en charge de, je suis officiellement donc product owner donc d'Eloqua pour les besoins de la communication interne. Voilà, j'y suis, j'ai mes slides, ça va être plus simple. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez bien les slides là? Oui. Ouais, ok, voilà. Donc oui, donc je suis donc au sein de la direction de la communication de BNP Paribas et donc nous sommes une toute petite équipe en charge d'Eloqua pour les besoins de communication interne du groupe. Donc on a des cas d'usage un petit peu différents de ceux qui ont été partagés, que j'ai pu entendre là lors des quelques présentations. Concrètement, donc en fait, le groupe a choisi de s'outiller pour la communication interne afin d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Jusque-là, je ne révèle pas de secret, vous maîtrisez tout cela. Et donc, afin d'atteindre cet objectif, le groupe a choisi Eloqua. Donc, ça a été retenu à l'issue d'un appel d'offres et de d'un appel d'offres classique avec les autres solutions du marché. Le projet a été initié en 2018. Moi, je suis arrivée sur le projet en février 2019, au moment donc du déploiement de la plateforme. C'est pourquoi j'ai demandé un petit coup de main à Oracle pour répondre aux éventuelles questions sur la question de paramétrage ou de mise en place pour ces besoins de communication interne, que je n'étais pas là, en fait, à cette époque-là. Donc aujourd'hui, tous les utilisateurs de communication interne ont basculé sur la plateforme. Donc on est sur une utilisation massive dans le groupe. On a plus de 600 utilisateurs, plus de 150 équipes réparties sur tous les territoires du groupe, donc avec un gros 2 tiers en France et 1 tiers à l'international qui se répartit entre la PAC, l'Amérique et le reste de l'Europe. On est sur des besoins qui sont exclusivement sur des besoins de communication interne pour des utilisations et des envois réguliers à destination de plus de 300 contacts. Sinon, on aurait encore plus d'utilisateurs. Dans le cadre de ce projet, donc, ce qu'il faut voir quand on parle de communication interne, c'est communication interne et marketing, ce n'est pas du tout la même chose et ce ne sont pas les mêmes populations. Donc, quand on parle de communication interne, on va avoir des grandes typologies de messages, alors qui recoupent un peu celles que vous allez avoir en marketing. On va être sur de la newsletter, mes collaborateurs. On va être après également sur des communications managériales, sur des communications de crise. Donc la typologie de campagne diffère un petit peu et on est plus dans une logique de marque employeur ou de gestion en fait du quotidien des équipes que sur de la fidélisation ou de l'acquisition de clientèle. Ça veut donc dire que d'un point de vue culture et appréhension de la solution, on a une population qui ne va pas tout à fait avoir la même philosophie. Équipe de communication interne, on est bien souvent sur une logique de communication top-down. Ça vient du grand chef, on arrose les équipes et si ça les intéresse, on a un petit peu de chance. Donc ça veut dire qu'un projet
tel que celui de déployer Eloqua pour du besoin de communication interne implique une grande partie de change avec une notion d'acculturation, faire réfléchir à des notions de parcours, pilotées par la data et non pas uniquement en fonction du nombre de mails envoyés, du nombre d'ouvertures, mais se poser des bonnes questions sur les chiffres clés à sélectionner. Ça paraît un peu basique, mais on se rend compte que la population de communication interne a été habituée à d'autres méthodologies, à d'autres canaux et d'autres manières de diffuser la communication et ne va pas forcément avoir encore ces réflexes. On a en plus, quand on est sur de la com interne, des contraintes qui sont spécifiques, des contraintes qui sont liées à la notion RH parce que, alors, je ne vais pas révéler de secret, hein, au sein du groupe, les communications internes sont considérées comme des communications vis-à-vis d'une population sensible, tout simplement parce qu'on est dans une relation d'employeur-employé. Et donc, il nous faut anonymiser intégralement toute la donnée. Donc, on ne va pas pouvoir identifier qui fait quoi, et surtout pas, même si ça plairait bien à certains managers. Donc, il nous faut vraiment être en mesure d'anonymiser, d'encrypter toute la donnée disponible dans la plateforme, de sorte à ne pas pouvoir identifier les actions sur les différentes campagnes d'une personne, d'un collaborateur qui pourrait être utilisé d'une manière diverse. Donc, on a ces contraintes RH data qui sont très fortes et auxquelles on a répondu par une anonymisation totale de la base de données. Ceci étant dit, petite précision, donc notre base de données Eloqua est pluguée en fait à la base de données RH collaborateurs. Donc, on a une synchronisation tous les matins avec notre base collaborateur, ce qui nous permet ensuite d'avoir une segmentation dynamique. Mais bon, cela, comme on va l'avoir sur une plateforme de communication externe. Tout cela veut dire donc qu'on a un projet qui a été mutualisé pour l'ensemble des équipes du groupe. Qui dit projet mutualisé, on dit une instance mutualisée, ça veut dire qu'il faut falloir faire attention au paramétrage. Aujourd'hui, notre périmètre, comme je vous le disais, on est sur un périmètre de communication interne. Communication interne, on a exclu tout ce qui était mail transactionnel, mail applicatif. Tout ça, c'est sorti du lot. Ça ne nous concerne pas. On est sur du canon à mail. Ce n'est pas le propos d'Eloqua. Donc, on est vraiment sur de la com, sur des parcours, sur quelque chose qui va avoir du sens pour les collaborateurs. Ce besoin, il est partagé par tous les communicants de l'ensemble du groupe. Donc, je vous le disais, on a 600 utilisateurs, environ 150 équipes. Là-dessus, on va avoir une instance Eloqua qui est partagée par tout ce monde-là. Et pour que ça fonctionne bien, on a paramétré des enveloppes de contacts, si vous voulez, pardon, des dossiers. On a paramétré les droits de sorte à ce que les différentes équipes ne puissent pas voir le contenu des autres équipes. Donc, on a géré toute la confidentialité des données. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, ça va être plus parlant. Une équipe RH va avoir des données beaucoup plus sensibles qu'une équipe de communication interne qui va proposer des événements ouverts à tous. Une équipe RH va peut-être avoir des messages qui vont prévoir l'annonce d'une mobilité, d'une nomination en avant-première. Donc, il s'agit de protéger cette communication tant qu'elle n'a pas été envoyée. Donc, on a paramétré toute l'instance et on a comme ça des environnements complètement cloisonnés qui permettent à une équipe d'agir sur Eloqua sur une même instance sans que son contenu soit visible des autres utilisateurs et vice-versa. Donc ça nous permet de mutualiser les coûts avec une instance partagée pour tous les besoins de com interne, sans pour autant ouvrir tout à tout le monde. Donc, il y a une question de paramétrage qui est essentielle dans le projet parce qu'il faut le prévoir au tout début. Après, ça se rattrape et ça peut se faire, mais c'est un petit peu plus long. Donc, il faut bien veiller à identifier quels sont les différents groupes d'utilisateurs, quels seront les droits pour chacun des groupes et les paramétrer en fonction. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions ou sinon on fait une session questions-réponses après. Au niveau du déploiement, donc pour ces 600 utilisateurs, on est parti sur le choix d'un déploiement itératif. J'ai l'impression que vous maîtrisez bien mieux Eloqua que moi après 2 ans seulement sur la plateforme, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur une plateforme qui est extrêmement riche, avec un champ des possibles qui est extrêmement large.
plutôt que former tout le monde sur toutes les fonctionnalités, nous avons opté pour un déploiement modulaire avec déjà un onboarding de toutes les équipes sur les fonctions de base pour des campagnes simples. Et maintenant, donc ça nous a permis de tenir nos délais. Il fallait déployer le tout auprès de notre communauté d'utilisateurs qui était de 350 personnes, je crois, en 2019. Donc ça s'est fait en l'espace de 6 mois. Et depuis, donc, nous organisons une montée en compétences progressive de nos utilisateurs, sachant qu'on a largement agrandi notre base, notre communauté d'utilisateurs. Et cette montée progressive, elle va se faire avec des formations spécifiques sur le multi-étape, sur la data, sur les stats. Et on va comme ça faire monter en compétences tous nos utilisateurs et changer un petit peu les manières de faire. On en revient voilà, à toute cette dimension de change que je mentionnais tout à l'heure. À l'occasion de ces formations, on voit bien, et tandis qu'on fait grandir notre communauté, on voit bien que la difficulté dans un projet tel que celui que nous menons, elle est de permettre à tous de respecter et d'utiliser sereinement la plateforme. Et ces bonnes pratiques, ça va passer par donc, un partage de bonnes pratiques par le biais d'interventions et d'événements spécifiques, mais également, on va avoir la question de la gouvernance qui va être clé. Je vous parlais tout à l'heure de la gouvernance, de l'organisation des paramètres, des groupes d'utilisateurs et du paramétrage des droits en fonction des groupes d'utilisateurs. On a un deuxième volet qui va être extrêmement important quand on a un tel volume d'utilisateurs, qui va être la gouvernance. Donc, il faut vraiment veiller à avoir des règles communes, que ce soit en termes d'organisation de dossiers, de conventions de nommage ou autres, tout simplement pour garantir après la fiabilité des statistiques. Comme vous le savez, sur Insight, on va avoir des stats à partir des noms. Si chacun s'amuse à mettre mail numéro 1, la date ou autre, on ne va jamais s'y retrouver. Donc, voilà, on va avoir ce besoin de règles communes, l'organisation d'une communauté avec des référents pour pouvoir garantir le respect de ces règles. Et tout cela va nous permettre d'administrer sur le long terme la plateforme, d'avoir une communauté sans cesse en évolution et en croissance, puisqu'on n'a pas encore complètement atteint toute notre cible. Et puis, ça nous aide également à organiser le support en interne, puisque cela veut dire que tout est beaucoup plus facile à appréhender et on peut industrialiser le support par le biais de formulaires et des réponses aux utilisateurs qui vont être quasiment automatisées. Donc, voilà, là, je vous ai vraiment dressé le portrait du projet dans ces grandes lignes. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir vraiment sur la partie communication interne, c'est cette nécessité d'accompagner le changement et de faire monter en compétence les utilisateurs. Et puis, quand vous êtes sur une grande une population assez large, veiller à organiser et à paramétrer. Est-ce que, je vous propose plutôt qu'on fasse qu'on bascule sur des questions-réponses. Je ne sais pas, parce que voilà, je ne sais pas quelles sont exactement vos attentes, donc peut-être que l'on peut prendre quelques questions s'il y en a. Moi, j'avais une question, Jessica, effectivement. Oui. C'était par rapport à ce qu'on appelle le Preference Center, donc le choix des personnes de se désabonner ou pas à tel ou tel type de communication. Oui. Est-ce que là, est-ce qu'on a besoin de proposer ça aux collaborateurs, à savoir, est-ce qu'on a besoin de leur proposer de se désinscrire ou au contraire, il ne faut pas leur proposer cette désinscription parce qu'on a besoin de les cibler tout le temps? Alors, ça va dépendre des communications. Et c'est une excellente question, parce que c'est quelque chose que l'on a dû traiter à notre niveau. Donc, nous avons choisi d'avoir 2 typologies de communication. Les communications obligatoires, donc tout le monde recevra dans tous les cas, et ça marche pour les communications managériales, les communications de crise, et on l'a bien vu cette année, ça a été plus qu'utile. Et ensuite, on a les communications qui sont des communications de projets internes qui ne requièrent pas en fait enfin qui au contraire doivent faire l'objet d'un choix de la part de nos utilisateurs. Donc là, il y a 2 manières de traiter. Si on est sur un projet qui s'initie, à ce moment-là, on va suggérer à nos communicants de proposer une inscription
et de créer comme ça une communauté de contacts pour cet intérêt. Ou alors, ils vont fonctionner d'une manière un peu plus traditionnelle, à savoir, ils vont communiquer en masse, mais on leur demande d'insérer en pied d'email une possibilité de se désabonner, et à ce moment-là, par le biais des formulaires qui sont paramétrables dans Eloqua, il va y avoir cette possibilité d'avoir un désabonnement spécifiquement pour ce type de communication. Comme ça permet d'avoir une désinscription très fine en fonction des projets. Si vous êtes sur un projet, sur une communication sur le projet de l'entité A, vous n'affectez pas la base contact de l'équipe qui se trouve en Asie et qui ne travaille pas du tout dessus. Donc, on va avoir comme ça, on va affiner les cibles par le biais de ces formulaires. D'accord, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions d'un point de vue utilisateur. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. J'ai une question par rapport du coup aux statistiques que vous faites par rapport à votre base de données interne. Effectivement, pour respecter la loi, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme statistique en étant sûr d'être compliant, d'être sûr de respecter bien tout ce qui est GDRP? On peut tout faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire qui fait quoi. Je ne peux pas dire Jessica Depeux a ouvert ce message telle date ou n'a pas ouvert le message. Parce qu'il faut, alors c'est un peu tordu hein, comme pensée, mais il faut se dire, si on tombe sur un manager qui n'est pas tout à fait bienveillant, est-ce qu'il ne va pas utiliser cette information après derrière? Donc voilà, on coupe toutes les données individualisées. Maintenant, on peut dire que, et ce sont les statistiques que l'on fournit, mais ce sont les mêmes que, moi je viens du marketing, hein, donc j'applique ces méthodos au périmètre qui est le mien aujourd'hui sur de la com interne. Et donc aujourd'hui, ce que l'on regarde, c'est pour les campagnes, quels sont les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de réactivité. Donc tout ça, on les obtient. Juste, on ne peut pas dire qui exactement fait quoi. D'accord. Et ça, c'est vraiment essentiel et c'est un défi assez conséquent en termes de changement pour les managers qui étaient habitués à envoyer par Outlook et puis qui avaient éventuellement des retours. Et bon, bref, il y a envie de, comme on a énormément de matière, on a une population qui va avoir envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, on coupe, on individualise et on généralise les KPI de la même manière qu'en marketing. Et par le biais des parcours que propose Eloqua, on va pouvoir ensuite traiter la donnée pour envoyer aux non-ouvreurs, aux non-cliqueurs, mais on ne sait pas qui ils sont. Et c'est toute la clé en fait de l'aspect réglementaire sur ce périmètre interne, il est vraiment de couper l'identification des utilisateurs et des contacts. D'accord. On le garde au niveau administrateur, bien sûr, pour pouvoir gérer les incidents. Donc ça, on a une dérogation. Mais c'est normal. Donc là, c'est une équipe extrêmement restreinte. Nous sommes 4 à avoir accès à ces infos. Et c'est vraiment pour identifier et résoudre les éventuels incidents qu'il pourrait y avoir sur la plateforme. Mais tout autre utilisateur n'aura rien d'autre que des données anonymisées, encryptées, avec des noms d'utilisateurs Eloqua qui leur parleront absolument pas. D'accord. OK. Merci. Et pour compléter la question d'Alexandra, j'en avais une aussi par rapport au RGPD sur est-ce qu'il n'y a pas des notions d'intérêt légitime dans des cas un peu exceptionnels? J'en ai pas en tête, mais j'en ai pour les clients, mais j'en ai pas pour les collaborateurs, où justement on a vraiment besoin de savoir qu'un tel a ouvert l'email et tel autre ne l'a pas ouvert parce qu'on a besoin de l'informer qu'il faut absolument qu'il l'ouvre avant telle date parce qu'il y a une date butoir, par exemple. Ça, c'est pas un cas qu'on a eu. L'intérêt légitime a été traité jusqu'à présent dans les cas que j'ai pu voir par l'envoi du message, mais non pas l'ouverture. Donc, c'est le fait de communiquer avant telle date au collaborateur. Maintenant, s'il n'a pas lu, c'est la même chose que si on lui envoie un courrier. Est-ce qu'il va vraiment ouvrir l'enveloppe? On n'en sait rien. Donc, ça s'arrête à ce niveau-là. Après, ce sont des systèmes de dérogation et là, on se fait valider par nos équipes data, compliance, legal et RH pour valider ces usages. Mais on n'a pas eu le cas encore jusqu'à présent. D'accord, c'est clair.
Peut-être une dernière chose à préciser, donc ça c'est un point qui a été levé pour nous la semaine dernière, donc c'est tout frais, c'est tout ce qui concerne les politiques cookies et la réglementation CNIL qui arrive, qui est entrée en vigueur au 31 mars. Donc là-dessus, on a eu un doute sur la nécessité ou non d'ajouter le recueil du consentement de nos visiteurs sur toutes les landing pages, parce qu'une landing page est considérée comme un microsite. On va les créer dans le cadre notamment de communications un peu éphémères ou d'événements. Et il y a eu tout ce débat en interne sur le fait de recueillir ou non le consentement des visiteurs sur ces pages. Et finalement, après analyse des questions-réponses de la CNIL et toute littérature disponible sur le sujet, il a été acté que pour le périmètre communication interne, nous étions sur de la communication type intranet, et donc il n'y avait pas besoin de mettre ce système, ce mécanisme en place. Voilà. D'accord. Ce qu'il faut savoir très intéressant. Voilà, ce qu'il faut savoir que si vous mettez en place la solution proposée par Oracle, qui est le strict mode, mais vous l'avez peut-être eu en communication externe, le strict mode en fait vous coupe une grande partie des KPI sur la partie mail également, puisque si vous mettez en place le strict mode pour les landing pages, eh ben, en fait vous perdez tous les KPI et toutes les informations liées concernant les liens vers des pages externes. Donc concrètement, nous on l'avait mis en place pensant que ça restait en place uniquement pour les landing pages, et on s'est aperçu que les taux de clics chutaient drastiquement sur la partie mail, tout simplement parce que le strict mode coupe également la remontée des stats dans les mails pour les liens externes. Alors ça vous garde des taux d'ouverture, ça vous garde tous les chiffres qui ne sont pas liés aux liens, mais dès lors qu'on est sur des clics, donc taux de réactivité, taux de clics, vous les perdez. Donc attention à ce point-là, mais sachez donc que pour de la com interne, il n'y a pas besoin a priori, donc faites-vous valider cela par vos équipes data legal compliance, hein, mais la position de la CNIL est que pour de l'usage interne, il n'y a pas besoin de recueillir le consentement sur ces landing pages. Et du coup, ça vous sauvegarde de tous vos taux de clics au niveau des mails. Parfait, ça fait déjà ça de moins à se soucier. Oui, voilà. Alors après, je ne sais pas si vous avez des questions plus techniques, c'est pour ça qu'on avait demandé à Victor de venir m'épauler en cas de questions un peu de déploiement ou de mise en place de la solution. Oui, bah écoute, pour l'instant, je trouve que tu t'en sors très bien, Jessica. S'il y a d'autres questions, évidemment, à disposition. Et juste, je voulais juste rajouter un petit point, c'est que donc, ces dernières questions liées à la RGPD, à la CNIL, le strict mode, la collecte des cookies, etc. Donc tous ces sujets qui sont brûlants et d'actualité pour beaucoup d'entreprises en ce moment. Le seul point que je voudrais rajouter, c'est que Jessica a très bien résumé la situation et très bien répondu très précisément aux questions. C'est que souvent pour ces sujets qui sont liés à la collecte de la donnée, à l'utilisation de la donnée, et tout ce qui frôle avec la législation en fait, ce sont des sujets qu'on peut traiter dans Eloqua via des restrictions, des paramétrages restrictifs. Donc c'est exactement ce que tu disais, donc le strict mode tracking, le cloisonnement des données, le cloisonnement des utilisateurs, etc. Puisque la solution en fait fonctionne comme un entonnoir où c'est une solution de marketing automation, donc par définition de tracking pour optimiser les campagnes marketing. À la base, sa fonctionnalité première, c'est ça. Donc, on peut faire tout, en fait. L'idée, c'est ça. On peut tout traquer, tout utiliser, tout optimiser. Et on peut aussi aller dans le goulot de l'entonnoir, c'est-à-dire restreindre ce tracking, restreindre cette collecte de données, restreindre la visibilité de ce qui est collecté et ce qui est utilisé. Mais l'idée, c'est que Eloqua, c'est l'outil, mais que toutes ces règles, elles sont régies par votre département légal, elles sont régies par les règles énoncées par la RGPD, par la CNIL, et c'est à vous, c'est votre lecture de la loi, c'est la lecture de la loi qui est faite en fait par votre département légal, qui va dicter ces paramétrages. Eloqua ne va pas, par défaut, paramétrer pour une instance de communication interne la restriction des données, la restriction de la visibilité du contact, etc. C'est vraiment votre lecture de la loi qui doit s'appliquer ensuite dans l'outil. Et l'outil sait le faire, l'outil sait cloisonner, l'outil sait restreindre, l'outil sait encrypter. Mais c'est pour ça que d'une instance à une autre, on aura peut-être des pratiques qui vont être légèrement différentes, puisque chaque entreprise aura une lecture de la loi qui va être légèrement différente.
Donc gardez simplement ça en tête. C'est un travail simplement d'analyse qui doit se faire en amont. C'est un travail de discussion et de compte-rendu qui doit se faire par votre département légal en discussion avec les personnes qui vont opérer, qui vont utiliser l'instance, pour prendre les bonnes décisions, pour se mettre en accord avec les législations. Évidemment, on peut vous conseiller sur les bonnes pratiques que nous, on sait repérer chez nos clients et ce qui a déjà été mis en place, ce qui a été mis en place par la BNP ou par d'autres entreprises partenaires qu'on accompagne. Mais voilà, à terme, c'est vous qui êtes vous êtes les maîtres de cette décision et nous, on vous accompagne dans le paramétrage de l'outil pour que ça colle exactement à votre lecture de la loi. Voilà. Victor, est-ce que à ta connaissance, il y a de l'utilisation, donc en dehors de la BNP, puisque c'est une instance séparée, l'utilisation d'Eloqua pour la communication interne, mais dans la même instance que celle qu'on utilise pour les clients? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question et en fait, c'est souvent une question qui nous sont posées. Tu avais montré une slide au tout début, Yana, avec la proportion des clients qui sont des clients enterprise et qui du coup sont tentés ou même qui ne sont pas du coup, qui sont en standard ou en basique, pardon. Les clients sont souvent tentés de rajouter une couche avec une instance de communication interne qui va venir se greffer dans une instance existante qui est utilisée pour la communication externe. Donc, c'est pas rare qu'on nous pose cette question, c'est même de plus en plus commun, où on va nous demander déjà si c'est possible, donc d'associer les deux instances, les deux finalités dans une même instance, et quelles sont les contraintes, quelles sont les possibilités. À ma connaissance, déjà, je n'ai pas de client et je n'en connais pas qui utilisent la même instance pour ces deux finalités. Donc, une instance partagée pour faire de la communication externe vers des clients, des fournisseurs, des partenaires, et cette même instance utilisée également pour adresser les employés. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une question ahurissante, puisqu'on est capable de cloisonner les contacts, on est capable de cloisonner les communications, on est capable de mettre en place des paramétrages spécifiques pour bien séparer les deux activités. Néanmoins, on a quand même des restrictions fortes lorsqu'on a une instance partagée. C'est les mêmes questions qui vont se poser lorsqu'on a une instance partagée pour deux activités, deux entités d'une même entreprise qui sont très différentes et qui ont besoin d'avoir deux activités indépendantes. On a des paramétrages spécifiques, notamment par exemple pour le tracking, la collecte de données, qui s'appliquent à toute l'instance. C'est-à-dire le strict pod, par exemple, s'applique à toute l'instance. Les restrictions dont faisait mention Jessica tout à l'heure sur l'agrégation des données pour le reporting, ça s'applique à toute l'instance. Les paramétrages d'emailing, donc de boîtes d'envoi, d'adresses de bounce back, et tous ces paramétrages d'envoi d'email sont communes à toute l'instance également. Donc en fait, on a une sous-couche, si vous voulez, qui permet de gérer le cas particulier, j'ai envie de dire, ou en tout cas les particularités restrictives de l'instance de communication interne qui ne sont pas forcément compatibles avec les désirs de tracking, les désirs de collecte de données qu'on va avoir dans la communication externe. Et donc, comme ces intérêts sont en conflit, sont opposés, très souvent, et c'est souvent la conclusion qu'on a, on est forcé d'avoir deux instances séparées qui sont indépendantes, qui ne communiquent pas entre elles, qui sont opérées par deux équipes qui sont complètement séparées également, puisque ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui sont en charge de l'interne que de l'externe, ce qui est normal. Et du coup, on recommande vivement d'avoir deux instances séparées pour vraiment faire deux boulots, c'est deux mondes, deux entités différentes qui font leur boulot chacun de leur côté. Et honnêtement, d'expérience, c'est beaucoup plus sage de faire comme ça, et ça nous évite... En fait, il y a des problèmes qu'on ne saura pas surmonter si on les regroupe sous la même instance. Peut-être pour compléter sur ce point-là, sachez que pour ce qui est de BNP Paribas, la jeunesse du projet avait effectivement pour objectif d'avoir une même instance pour les besoins de communication interne et les besoins de communication externe de la direction de la communication, parce que nous avons un certain nombre de projets sur lesquels nous communiquons à l'externe, donc sur des projets dits de territoire affinitaire de marque. Donc c'est vrai que le pilote pour nous avait été mené sur l'un de ces projets affinitaires, donc sur de la com externe, et nous pensions pouvoir généraliser et ouvrir ensuite la plateforme pour l'interne. Et au moment de le faire, on s'est aperçu que pour des questions, au-delà de ce que vient de décrire Victor, pour des questions internes de sécurité, d'exigence de la part des équipes data et RH,
il a fallu que l'on opte pour une deuxième instance complètement indépendante pour la com interne. Tout simplement parce qu'on a une synchronisation tous les matins avec la base collaborateur. On n'a pas les mêmes exigences sécurité de la part de nos équipes IT. On est en plus sur du cloud, ce qui n'est pas vu d'un très bon œil. Et donc aujourd'hui, de la part de nos équipes IT, donc il nous faut toujours obtenir des dérogations. Donc voilà, le niveau de sensibilité de la donnée ne va pas être le même non plus. Et donc là, on revient sur des sujets data. Le niveau de sensibilité sur une base collaborateur n'est pas du tout le même que celui d'une base d'abonnés à une des communications de type loisir ou encore après une base d'abonnés de clients. On est à chaque fois sur 3 niveaux de sécurité différents et ça nous permet aussi de faire des choses un peu différentes selon les plateformes. Et comme le disait Victor, après, on est sur des règles qui vont impacter toute l'instance. Donc, c'est le plus restrictif qui va impacter toute l'instance. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu plus de souplesse parce que vous êtes sur de la communication un peu légère et il n'y a pas de données trop sensibles parce qu'on est sur de la communication en opt-in uniquement et on a moyen de le tracer, pourquoi on va s'imposer les mêmes règles, des règles aussi restrictives que celles pour de la com interne avec une base collaborateur traquée ou une base actionnaire. Donc voilà, il faut voir également quelles sont vos populations et dans quelle mesure les exigences de vos équipes IT et sécurité et data vont impacter l'ensemble de l'instance en fonction des niveaux de restriction et d'exigence sur les 2 ou 3 ou plus projets que vous souhaitez regrouper sous une même instance. Mais c'est Joël, je reply, donc je peux confirmer, techniquement c'est possible parce qu'il y a des clients qui font ça. Après, il faut voir aussi que ce n'est pas dans la même industrie. Vous êtes dans le monde de la banque, on sait que… voilà. Mais si vous allez dans le monde industriel, manufacturing, mais toujours en Europe. Je sais qu'en Amérique, ça se fait énormément, mais en Europe, on n'en a pas beaucoup. On a même un client en France qui est quand même très fortement aussi international. Et donc, il y a des sociétés qui l'ont fait. Et on a aussi un autre exemple en Allemagne où il y a une société qui l'ont fait avant le monde des RGPD et après ils l'ont arrêté justement parce que justement la société, c'était trop compliqué, comme vous l'avez justement dit, de garder en fait les deux mondes sur la même instance parce que le monde interne, communication interne, si on le fait vraiment de façon très très stricte, et c'est pas juste une communication assez simple, il y a plus de communication, alors là, il faut en effet anonymiser les données et tout ça, et donc à un moment donné, donc, ils ont abandonné la solution parce que la solution a été surtout pour du lead management, c'était plutôt pour les clients, et donc je pense qu'ils sont partis sur complètement une autre solution pour la communication interne. Mais techniquement, c'est possible. Il faut voir cas par cas en fonction du monde du travail. Et on revient en fait toujours à cette notion de gouvernance. Hein. Donc, gouvernance et exigence de la part de vos équipes en charge de la protection des données, ça va vraiment être les deux piliers à maîtriser parfaitement avant d'initier votre projet de déploiement en interne. Bon, merci Jessica, Victor et Joël. Merci. Je pense qu'on peut passer au sujet suivant, sauf s'il y a des questions. Vous m'interrompez s'il y a des questions. Tu as une question ? Oui. Je ne sais pas s'il faut poser la question par le chat, pardon. Je suis un peu non, Judith, tu peux poser directement. J'avais justement une question par rapport à la gestion des données, parce qu'en fait, je me posais la question de savoir comment est-ce que vous uploadez des listes de collaborateurs, donc pour envoyer par exemple toutes vos communications internes. Comment est-ce que ça se fait? Vous avez peut-être déjà répondu, je suis désolée, mais j'arrive un peu en cours de route. Pas de souci. Comment est-ce que ça se passe en fait pour l'upload et la mise à jour, surtout la synchronisation des données des collaborateurs? Est-ce que ça se fait sur une base mensuelle, hebdomadaire, quotidienne? Quotidienne. Ah d'accord, très bien. On est sur une mise à jour quotidienne, automatisée. Donc, alors après, le détail technique, comment ça fonctionne, là, je botte en touche, mais on a une communication quotidienne entre la base de données Eloqua et notre base collaborateur interne
Donc, ça passe par un échange sécurisé et donc ça nous met à jour toute la base Eloqua tous les matins avant 6 heures de mémoire. Et de cette manière, tous nos segments qui sont créés donc à partir de critères disponibles dans notre base collaborateur, donc que ce soit par pays, par type de statut, qu'est-ce qu'on va avoir, ça c'est les principaux. Les équipes également, donc la hiérarchie et tout l'organigramme du groupe. Donc tout cela est mis à jour quotidiennement et ça permet de gérer de manière dynamique tous les segments que nous pouvons avoir pour les communications internes. Donc ça décharge nos utilisateurs de la gestion manuelle de ces listes de contacts qui étaient jusque-là. Donc ça, c'est vraiment le gros changement pour nos utilisateurs, l'avantage en fait. Et même d'un point de vue sécurisation de la donnée, ça veut dire qu'il n'y a plus de manipulation de la donnée, c'est fait automatiquement par l'outil. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une mise à jour quotidienne parce que des mouvements dans un groupe comme le nôtre avec 250 000 collaborateurs, il y en a tous les jours, des personnes qui partent, qui arrivent, qui changent de poste. Et ça permet d'avoir toujours un segment à jour qui prend en compte ces évolutions dans le groupe et ne plus avoir à traiter la donnée manuellement, ce qui pourrait présenter un risque d'un point de vue RGPD, justement. D'accord. Très bien, merci Après, ça suppose que votre base collaborateur soit à jour et qui évolue en temps. Donc, nous, on a des petits décalages, mais bon, voilà, on sait qu'on communique avec une marge d'erreur infime liée à ce délai de traitement de la donnée d'un point de vue administratif. Donc, du coup, question rapide pour Victor, c'est une intégration maison, enfin non standard. C'est une intégration API ou quelque chose dans l'API, ouais. Oui, et je suis désolé, je n'ai pas l'expérience de ça non plus, puisque je n'étais pas sur l'intégration de ce projet au début, mais de ce que j'entends, il me semble qu'il y a deux possibilités que vous ayez en place, Jessica, sur votre instance. C'est soit via de l'API, évidemment, donc ça serait du temps réel pour la création de nouveaux contacts, la suppression de certains contacts ou la mise à jour de leur table, de leurs informations de contact. Ou alors vous avez peut-être en place, je suis désolé de poser cette question, mais vous avez peut-être en place une intégration via SFTP. C'est le cas, c'est la deuxième option. Donc, je pense que c'est SFTP. Voilà, donc ça juste pour remettre le contexte, il y a 3 grandes possibilités d'intégration avec Eloqua qui sont du plus vers le moins automatisées, c'est-à-dire soit une intégration directement native avec normalement un CRM, mais en l'occurrence plutôt un système RH, donc qui viendrait mettre à jour en temps réel l'information d'Eloqua du système RH vers Eloqua et inversement. Donc s'il y a des créations, des suppressions, des mises à jour, ça se met automatiquement en place. Soit via un SFTP, donc c'est juste un transfert de fichiers plats sur un repository, en fait, donc tous les jours ou à la fréquence qui sera déterminée. Ça peut être toutes les 2 heures, ça peut être tous les 8 heures, ça peut être toutes les 15 jours. C'est à vous de déterminer selon en fait la fraîcheur de l'information et la mise à jour de l'information que vous avez dans vos systèmes. Eloqua va récupérer ce fichier tous les jours, mettre à jour la base de données avec des suppressions, des mises à jour, des créations. Et la dernière, je vois Solène Del Perro qui est là de chez Thales également, la dernière qui est en place, c'est en place aujourd'hui comme ça, c'est des apports manuels. C'est-à-dire, vous venez tous les jours, ou tous les 15 jours, ou tous les 10 jours, selon la fraîcheur de la donnée, mettre à jour votre base de données Eloqua, avec un import manuel. Donc là, il y a des manipulations évidemment à faire, donc ce qui est un petit peu plus, comment dire, des manipulations manuelles à faire. Et donc voilà, ces 3 étapes sont possibles, chacune a son niveau d'automatisation, et chacune forcément dépend de certaines conditions qui sont propres à l'entreprise. Et est-ce que ça peut se faire avec un Active Directory, par exemple, de Microsoft? Terme technique. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? En fait, vous parlez de SFTP, donc ça peut être un transfert de fichiers directement de l'Active Directory Outlook. Tout à fait. D'accord. Okay. Tout à fait. Très bien. Donc, je pense qu'on est déjà très en retard. Donc, sauf s'il y a d'autres questions, on peut passer à la présentation du projet de la plateforme La Poste. Pas d'autres questions? Bon.
Alors du coup, Frédéric et ton équipe, c'est à toi. Donc présentation du projet Cap Mailing, la plateforme Cap Mailing. Merci Amna. Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Eugène L'exact, moi je travaille à la Poste sur le projet Cap Mailing Plateforme. Et donc là, je serai accompagné pour travailler sur la présentation avec Héloïse Guillou qui nous a accompagnés tout au long du projet depuis 2019, qui est du cabinet Kérus, et Fabrice Lefebvre qui est de l'intégrateur Ifrontech qui nous a accompagnés aussi sur le sujet. Alors, juste un petit point de genèse du projet Cap Mailing Platform. Donc, évidemment, la Poste travaille sur les chantiers qui vont avoir attrait au print et au courrier postal. Et moi, pour avoir travaillé sur des sujets qui concernent le marketing automation précédemment à mon arrivée à la Poste, je me suis souvent retrouvé à avoir une gestion différenciée entre travailler sur ma plateforme de marketing automation pour envoyer mes campagnes email ou mes campagnes SMS et envoyer mes campagnes print en parallèle avec un routeur, avec des interactions avec la Poste, sans lien direct entre mon orchestration sur ma gestion de campagne, sur mon outil de gestion de campagne et l'envoi de mes campagnes postales parallèlement. Et donc, alors là, je vais essayer de charger un petit bout de présentation. Le sujet qu'on s'est donné à la Poste, c'était de déterminer comment on pouvait intégrer le print aux outils de marketing automation. Comment résoudre cette équation qui est un sujet permanent, c'est comment j'arrive à avoir dans ma plateforme d'orchestration marketing toute cette complexité de création des campagnes postales, puisqu'on voit, pour faire une campagne postale, il faut faire appel à différents acteurs. Et ces acteurs, en général, sont des acteurs avec qui on a des contacts one-to-one. Alors évidemment, j'arrive pas à charger ce que je souhaite charger. Voilà, c'est ça. Hop. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Alors, attendez, On le voyait tout à l'heure. Je pense qu'il faut l'ouvrir d'abord, Frédéric. Oui, c'est ouvert. Alors attendez, je pense que c'est bon. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Super. Hop, je vais revenir juste un cran en arrière. Donc c'est une petite présentation. Et en fait, le point de départ de notre réflexion, ça a été de finalement répondre à cette question. Est-ce qu'il est possible de réaliser des campagnes publicitaires aussi simples que de réaliser des campagnes email? C'est vraiment le fil d'Ariane qui nous guide depuis le début de ce projet. C'est comment réussir à intégrer la complexité de monter une campagne de print dans une plateforme de marketing automation telle qu'Eloqua, puisque c'est la première sur laquelle on s'est penché pour monter ce projet. Et donc, je vais lancer la présentation vidéo et on reviendra derrière sur la manière dont on l'a réalisé.
Donc voilà, j'espère que vous avez pendant ces quelques écrans compris la philosophie générale de notre projet. L'idée, c'est au travers d'une application sur laquelle Héloïse va vous faire une démonstration, donc on va prendre quelques risques puisque ça sera une démo live, vous montrer en quelques étapes comment construire une campagne de courrier publicitaire à partir d'une application qui est installée sur votre instance Eloqua pour pouvoir lancer directement au travers de vos workflows les campagnes de courrier publicitaire. Donc je vais laisser Héloïse nous montrer ça et je te laisse la main. Bonjour à tous. Donc Héloïse Guillou, consultante chez Curious Management, et comme Frédéric vous l'a dit, nous avons accompagné La Poste sur ce projet depuis quelques temps déjà. Je vais vous montrer une campagne que nous avons créée. Lorsqu'on rentre dans sa campagne, on a déjà un workflow que j'ai déjà préparé ici. Donc, un email qui va être envoyé pour notre scénario, on attend quelques jours et ensuite on décide de relancer toutes les personnes de venir appuyer l'email en relançant toutes les personnes qui ont déjà ouvert ce courriel. Donc, on vient prendre le logo Cap Mailing Platform, on l'ouvre et depuis ici, on va pouvoir créer notre campagne. Alors, comment ça va se passer? Il y a donc 10 étapes différentes qui, vous allez voir, sont assez rapides. On va pouvoir rentrer le nom de notre campagne. On va pouvoir mettre le bon de commande interne si on en a besoin. Une description du scénario, par exemple. On va passer à l'étape suivante. Donc, ici, on vous déroule exactement toutes les étapes. Le but, c'est vraiment d'avoir une expérience client qui soit fluide. Donc, vous avez toutes les étapes qui sont décrites. Ensuite, on va pouvoir venir chercher la typologie du courrier qu'on souhaite envoyer. Soit une lettre sous enveloppe, soit une carte qui sera recto-verso, ou encore un tout en un. Donc ici, aujourd'hui, on va choisir plutôt un envoi sous enveloppe, que je vais vous montrer, et une feuille avec 2 plis à l'intérieur. La dimension, ce sera du A4. Le grammage, on est sur du 90 grammes. En fait, si on choisit plutôt une carte, vous verrez qu'il y a plusieurs dimensions qui sont disponibles, plusieurs types de grammage, définition mat ou brillante. Là, pour l'envoi sous enveloppe, le choix est assez vite fait. Donc, je reprends une feuille de pli. On a une finition qui sera mat. Et on va pouvoir venir choisir notre enveloppe. Donc, l'enveloppe, on va la choisir, par exemple, personnalisée en couleur avec fenêtre. Ce sera une enveloppe DL, 90 grammes. On va continuer en allant chercher l'adresse retour, puisque pour chaque courrier envoyé, il faut avoir une adresse retour. Donc, une adresse retour, par exemple, chez La Poste. Et ensuite, on va venir dans la partie qui vous intéresse tous, c'est-à-dire uploader notre création, une création qu'on a déjà créée et sur lesquelles on vous rappelle quels sont les fichiers qui doivent être uploadés. On va aller les chercher sur son document, sur son bureau. Ici, on va prendre, je vais ensuite vous montrer évidemment tous ces fichiers-là, une lettre A4, donc les fichiers InDesign, le PDF basse définition de l'enveloppe et le PDF basse définition de la lettre, le fichier InDesign de l'enveloppe, la personnalisation, toutes les informations de personnalisation qui sont ensuite proposées dans un document à côté. On les upload. On va venir chercher toutes les images pour pouvoir les transmettre vers le routeur. Donc, tous ces documents-là seront ensuite transmis avec la campagne et toutes les informations de la campagne directement au routeur. Et puis, on va prendre toutes les fontes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sera tous les éléments de personnalisation. Oui. Héloïse, tous ces documents, ce sont nous, utilisateurs Eloqua, qui les fournissons. Exactement. Et donc, on est guidé sur le format, sur le type de fichier qu'on doit fournir. Oui, on est guidé sur ces types de fichiers avec tout un onboarding utilisateur qui est fourni au moment où vous utilisez la solution. Pour compléter, Louis, je crois qu'il y a un guide de fabrication qui est fourni avec la plateforme. Alors, comment ça va se présenter? Je vais vous montrer ici avec les marques de personnalisation. Vous voyez, vous avez donc pour un fichier A4 les marques qui sont déjà créées, fichier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour faire vos personnalisations.
Donc ici, rentrez le nom du contact, civilité, nom, adresse, etc. Les marques de pliage, la personnalisation, depuis combien de temps on vous compte parmi les clients. Donc ça, c'est un élément de personnalisation qui sera cherché dans votre base de données directement. Je vais vous montrer à l'étape suivante. Un QR code pour pouvoir faire remonter les retours sur cette maquette. Donc ça va vous permettre d'avoir vraiment un parcours qui sera omnicanal puisque le fichier, enfin ce document arrive dans votre boîte aux lettres avec votre portable, vous pouvez scanner ce QR code et répondre au questionnaire directement en ligne. Et puis en bas, nous avons rajouté le pourcentage en plus qui est noté dans la personnalisation. Je vais vous montrer également à quoi ressemble le fichier HD. Donc c'est le même fichier mais sans les marques de personnalisation. C'est sur ces fichiers-là que le routeur qui reçoit tous ces fichiers va pouvoir se baser pour pouvoir créer la personnalisation et faire matcher votre propre fichier avec toute votre base de données. Donc, on va ajouter au routeur l'adresse. Je vais faire ça assez rapidement. Le code postal. Le nom et le prénom de votre contact. Donc ça, c'est toutes les informations que vous allez pouvoir pousser à votre routeur. La société pour laquelle il travaille. Alors, juste précision, Héloïse, en même temps, ça, c'est bien les données du contact de votre base Eloqua. Ce n'est pas des champs qui seraient fixes proposés par CapMailing. C'est bien les données qui sont recherchées en temps réel sur vos contacts, dans votre base Eloqua. Et ici, on a intégré également un pourcentage de réduction. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que ça marche ensuite. Une fois qu'on a créé, donc on a importé tous les fichiers et qu'on a décidé sur quels éléments de personnalisation on allait pouvoir travailler, on passe à l'étape suivante et on définit à quelle vitesse on souhaite envoyer ce courrier. Donc, deux choix, soit un tarif classique qui va l'envoyer sous 7 jours, ou soit un tarif rapide avec une distribution sous 2 jours. On va définir est-ce qu'il s'agit d'une campagne unique ou d'une campagne récurrente. Donc, par exemple, ici, si on est sur un scénario d'onboarding, donc de bienvenue, une fois qu'on aura envoyé le premier email, on souhaite envoyer un courrier pour être plus impactant dans la semaine qui suit. Et donc, dans la semaine, on va venir choisir tous les lundis les personnes qui ont été, enfin, tous les nouveaux contacts qui sont arrivés dans notre base de données, à qui on va pouvoir envoyer ce courrier. Le date de début de la campagne, ça va être aujourd'hui. Et date de fin, on se dit qu'en juin 2022, par exemple, ce sera la fin de cette campagne et qu'il faudra recréer un nouveau fichier pour que nos clients soient... et il y a une nouvelle présentation, tout remettre à jour. Donc, le tarif, la récurrence, on sait que c'est une campagne hebdomadaire et on va passer à l'étape suivante. Ici, on va pouvoir voir dans tous les clients qu'on a souhaité mettre, qu'est-ce que ça donne comme personnalisation. Donc, j'ai choisi une liste de contacts qui était déjà uploadée. Vos données ne sont pas transmises directement, mais elles seront transmises immédiatement au routeur par question des RGPD. Alors, ça s'upload. Et là, vous voyez, navré Frédéric, c'est ton adresse qui sort. La poste, son adresse, Monsieur Frédéric et le pourcentage de réduction qu'on retrouve ici. On passe à l'étape suivante. On va prendre l'option alliage. Alors, cette option, c'est une option à la poste qui nous permet d'avoir le traitement des plis non distribués. Donc, si le pli n'est pas distribué, ça va permettre à la poste de le faire repasser dans ses outils de manière à savoir quel pli n'a pas été distribué, pourquoi, et vous le faire remonter directement dans les analyses de données de cette campagne. Donc, le récapitulatif de la campagne, on a bien un envoi d'une lettre sous enveloppe, une feuille de pli. Tous mes fichiers sont bien uploadés. C'est une campagne rapide et je confirme bien qu'il s'agit de courrier marketing publicitaire. Je confirme l'envoi. Je vérifie, je sauvegarde et ensuite je peux activer mon workflow. Donc, ma campagne est activée. Et il reste encore une étape, c'est-à-dire vérifier que le BAT
que le routeur nous renvoie est le bon et pouvoir le valider. Pour ça, vu qu'on a une attente de 3 jours, je vous épargne l'attente de 3 jours. On va passer directement à une campagne qui est déjà prête à être validée. Et une fois la campagne envoyée, on reçoit ici tout le déroulé de ma campagne. Donc les fichiers ont bien été transmis à mon routeur. Il l'a programmé dans sa production et il nous envoie le BAT qui est prêt à être validé. Je vais prendre le mot de passe qu'il nous a envoyé. Et venir sur le BAT. Donc comme vous le voyez ici, on reçoit le BAT prêt à être validé avec les codes d'alliage, avec l'adresse de Frédéric, votre accroche, le jour depuis lequel Frédéric est devenu client. Et ensuite, tout à la fin, j'avais mis également une autre personnalisation, l'offre de 30% de réduction, qui va changer selon le client et selon l'offre que vous souhaitez lui faire. Donc par ici, on va avoir que 25% et un peu plus tard, on aura 23% par exemple. Tout ça, ça va vous permettre en fait, avec cette personnalisation, de choisir vraiment quelles sont les infos que vous souhaitez transmettre à vos clients et de créer un courrier totalement personnalisé qui vient s'ancrer dedans. Bon, on l'a déjà validé, donc ici on va pouvoir valider. Donc j'ai déjà validé ce BAT. Et une fois que c'est validé, on peut fermer. Une fois que ce sera fait, en fait, nous avons ensuite le nombre de PND qui sera transmis ici, le nombre de plis qui a été envoyé et ensuite le nombre de plis non distribués qui sera transmis et qui pourra être revu un peu plus loin dans l'application. Alors, évidemment, ce sont beaucoup de campagnes tests qui ont été envoyées, donc les données sont très personnelles à nos tests, mais de votre côté, vous aurez sûrement des données beaucoup plus intéressantes par campagne. Et je vous montre quand même, voilà, les campagnes qui sont en création, le nombre de campagnes en cours, les campagnes qui sont encore activées, celles qui ont été annulées, et ici, le nombre de plis qui ont été traités. Et par campagne, alors, on va aller un peu plus loin, les nombres de PND reviennent directement dans votre outil. Voilà, est-ce que vous auriez des questions? J'ai quelques petites questions, merci. C'est Camille Lagrange. Ouais, j'ai une première question aujourd'hui sur la personnalisation donc, que vous avez montré, c'est très intéressant. Donc, on a de la personnalisation au niveau du contact. Est-ce qu'on peut récupérer des champs de custom objet pour faire la personnalisation? Aujourd'hui, non, pas dans le MVP. Voilà, c'est des choses qu'on a discutées avec la Poste, qu'on pourra mettre en place dans un deuxième temps, voilà, s'il le faut. Effectivement, avec des échanges avec plusieurs clients, c'est utile dans la segmentation, mais c'est aussi utile potentiellement dans la personnalisation. Voilà. Donc, Ouais, techniquement, voilà, techniquement, il n'y a pas de souci pour le faire. Aujourd'hui, dans la version actuelle, ce n'est pas le cas. D'accord, oui, effectivement, je pense qu'à terme, ça peut être intéressant quand on parle de critères de personnalisation avancée, puisqu'on sait qu'on risque d'avoir besoin de champs qui sont dans des CDO. J'avais une deuxième question sur les retours. Donc, les retours sont bien disponibles, par exemple, les PMD au niveau de l'app. Est-ce qu'ils sont stockés quelque part dans Eloqua, par exemple, dans un champ de contact, un CDO, pour pouvoir utiliser après Oui, ils sont remontés en fait sous forme d'activité externe pour pouvoir être exploités dans les futurs segments. En fait. Donc, il y a une activité externe pour dire qu'il est distribué. Et si le client, l'annonceur a choisi l'option alliage, il y aura une deuxième activité externe pour dire que le pli n'a pas été distribuable. Super, très pratique. Et dernière question, en termes de pays, quels sont les pays couverts du coup par l'application? Est-ce qu'on peut faire un envoi international? Est-ce qu'on peut faire un envoi qu'en France? Pour l'instant, on peut faire des envois en France métropolitaine et dans les DOM. D'accord. Mais après, on peut regarder s'il y a des besoins qui ressortent pour faire des envois vers l'international. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Juste une précision. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne stocke pas les données d'Eloqua dans CapMailing. Donc, on a juste des identifiants contacts. On va les chercher en fait à la création de la commande et ils sont directement envoyés dans le circuit du SI La Poste. Voilà. Donc, en termes de RGPD, on est complètement compliant.
Donc voilà, juste en résumé, le point initial qu'on souhaitait nous adresser au niveau de la Poste, c'est comment faire des campagnes courrier aussi simples que des campagnes email. Bon, Héloïse, alors certes, c'était un petit peu préparé, mais on n'est pas loin de, à part la préparation des fichiers de créa, on n'est pas loin du temps que ça devrait prendre, si tout va bien, pour créer une campagne courrier via Eloqua dans le cadre de CapMailing. Et encore une fois, il me semble que cette manière de créer des campagnes courrier à l'intérieur de son outil d'orchestration dans marketing permet d'ouvrir un champ d'investigation possible pour articuler du print et du digital dans des scénarios qui est sans commune mesure si on n'a pas ce type d'outil. Donc voilà, on pense vraiment qu'on apporte une vraie innovation pour exploiter du print avec le digital, pour compléter finalement la possibilité omnicanal offerte par Eloqua. Et on espère que c'est quelque chose que vous pourrez adopter plus tard dans vos pratiques au quotidien. Et on est ouvert à toutes les questions si vous en avez sur le sujet. Moi, j'avais une question, Frédéric, par rapport, donc Héloïse montrait, à un moment donné, on doit coucher que c'est une campagne de type courrier publicitaire. Est-ce qu'on peut, imaginer, je pensais par exemple aux événements, est-ce qu'on peut cocher autre chose que ce type-là? Événements, c'est-à-dire? Si par exemple on a envie d'envoyer des cartes de vœux à Noël ou à nouvelle année, dans notre instance, mais j'imagine que c'est pareil pour tous les autres clients Eloqua, c'est très important de distinguer le type événement du type marketing publicitaire. Tout à fait. Donc, question pour Héloïse, est-ce que c'est en standard de toute façon courrier publicitaire parce que c'est comme ça et parce que ça a été paramétré comme ça dans la plateforme, ou est-ce qu'on peut imaginer envoyer du courrier papier événement, du courrier papier courrier publicitaire, du courrier papier légal, par exemple, une lettre d'information légale, par exemple, je ne sais pas. Tu veux que je réponde? Comme tu veux. Je t'en prie, vas-y. Oui, on est sur le même sujet, hein, Yamna. Il faut faire la distinction. On est uniquement sur le périmètre pour le moment du courrier publicitaire. D'accord. Mais encore une fois, on est vraiment sur une première étape. Ça qu'il faut comprendre. CapMailing Platform, c'est un projet qui a débuté l'année dernière, mais voilà, qui arrive à son premier niveau MVP, qu'on va continuer à développer par la suite. Donc, dans son premier niveau, il est effectivement uniquement consacré au courrier publicitaire. Et donc, aujourd'hui, tout ce que vous regardez comme étant du courrier de gestion, hein, donc, ne rentre pas dans le cadre de CapMailing Platform pour le moment. D'accord. Si je peux Mais apporter les cartes de vœux, c'est pas un courrier de gestion. C'est pour ça que je reposais la question à Yamna, parce que ça dépend exactement. Enfin, là, encore une fois, on aura un regard un peu spécifique pour voir si l'invitation, par exemple, à un événement type VIP à vocation plutôt commerciale, ça ne sera pas vu comme du courrier de gestion. Mais des fois, on est sur des éléments qui sont un peu à la frontière des deux des fois, donc il faudra regarder dans le détail. Oui, j'ai peut-être donné de mauvais exemples, mais non, c'est un bon je pensais plus à des invitations. Bon, oui. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Ouais, c'est vrai. Sur des événements. Ouais. Très bien, c'est clair. Lionel, tu voulais ajouter un truc? Lionel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Si, en fait, donc Lionel Paillon-Si, je travaille avec Héloïse sur le projet. Une précision sur le courrier de gestion. La définition même du courrier de gestion, c'est quand on a lieu à des données transactionnelles, c'est-à-dire une facture. Ici, on n'est pas dans le cas. Sur une invitation, des vœux, une vente privée, on n'est pas dedans. Je vous rassure, en fait, dans le tunnel que vous a montré Héloïse, où on a différentes étapes, à un moment, nous avons un lien vers les règles de la Poste qui sont très claires, où on reprend la définition du courrier de gestion. Donc, il n'y a pas de doute. Dans votre parcours, à un moment, vous verrez très facilement si vous êtes sur un cas courrier de gestion, donc facture, ou si ça n'est pas le cas, et là, quelles sont les règles applicables de la Poste. Donc, pour ce que vous évoquiez, pour moi, ce n'est pas un red flag. Ça peut être poussé. D'accord. Parfait. Ce service est disponible dès maintenant? Alors,
pas tout à fait, mais presque. C'est-à-dire que là, on rentre dans une phase de pilote. Donc, on a déjà des annonceurs qui vont être pilotes avec nous pour tester la solution, l'éprouver sur nos plateformes de production. On est ouvert, s'il y a des gens qui sont intéressés, à continuer à faire des pilotes, à ouvrir le nombre de pilotes. Et donc, l'idée, c'est de plutôt le déployer réellement. Et donc là, par rapport à ce qui est écrit ce qui est inscrit dans la vidéo au départ, l'application n'est pas encore disponible sur l'App Store d'Oracle. Donc, si vous voulez en bénéficier, il faut me contacter. Et puis, on fera en sorte que vous puissiez en bénéficier en mode pilote. Donc, ce que ça veut dire mode pilote, c'est un mode très accompagné parce que il faut qu'on éprouve la solution. Il y a peut-être encore des choses qui sont améliorables. Et donc, on sera avec un suivi particulier avec vous tout au long de l'année 2021. Voilà. Donc, si encore une fois ça vous intéresse, je dirais que oui, c'est prêt, mais vous ne trouverez pas l'application sur l'app Oracle. Officiellement, sinon, vous prévoyez quel plutôt dernier trimestre 2021, tout début 2022. D'accord. Okay. Et juste, Frédéric, tu pouvais nous rappeler aussi le modèle économique. Donc, l'app est gratuite, mais après, derrière, il y a un abonnement où on paye au pli, je ne sais plus. Oui, il y a les deux. Donc, c'est un abonnement mensuel qui dépend du volume d'envoi que vous allez estimer envoyer à l'année. Et après, un coût au pli. Donc, en fait, il y a 3 abonnements mensuels. Le premier abonnement, le coût au pli est plus cher que l'abonnement mensuel le plus élevé, puisque là, il permet d'accéder à un tarif unitaire au coût au pli le plus favorable, en fait. J'avais une question, Frédéric. J'ai vu sur les tarifs qu'aujourd'hui, il y en avait 2. Est-ce que vous prévoyez de faire des envois à l'international? Pas encore. Aujourd'hui, dans le périmètre, en tout cas tarifaire qu'on a prévu, on n'a pas prévu de faire des envois à l'international. Mais encore une fois, si vous avez une problématique particulière et que vous voulez qu'on regarde, on peut regarder. On s'est un peu limité là-dessus pour des raisons de simplification du MVP, mais c'est un sujet qu'on peut regarder. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Alors, pour cette dernière partie, je pense, Camille, que tu ne vas pas avoir le temps de présenter même pas un début de présentation. On peut peut-être se mettre d'accord sur, on va dire, une session dédiée où tu prendrais du coup plus le temps de nous présenter tout ça. Donc, si ça vous va, on s'organise. Normalement, on se rencontre tous les 2 mois, donc le premier mardi de chaque mois pair. Donc là, logiquement, notre prochain rendez-vous, c'est le 1er juin. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre début mai pour une session plus courte d'1 heure. Et du coup, Camille, the floor is yours. Tu auras 1 heure entière pour nous présenter les nouveautés et la roadmap. Est-ce que ça vous va, tout le monde ? Comme ça, on aura peut-être plus le temps. Oui, oui, très bien. Oui, tout à fait. Oui. Parfait, super. Très bien. Donc du coup, Sabine et moi, on vous enverra une nouvelle date. Alors, peut-être tout de suite regarder, mais tout début mai, par exemple, si on garde la notion du mardi, on a le 4 mai éventuellement, si ça va pour tout le monde. Oui, c'est bon. Bon, bah, c'est parfait, on fait comme ça. Désolée Camille, du coup, on t'a un petit peu zappé pour aujourd'hui, mais c'est bien que tu aies 1 heure entière, parce qu'une demi-heure, c'était peut-être assez juste pour nous présenter tout ce que tu avais à nous présenter de toute façon. Tout à fait, effectivement, l'idée c'était de faire un point sur d'une part les dernières choses qui ont été livrées sur la plateforme, mais également sur ce qui va arriver dans le futur, les grandes orientations stratégiques. Donc c'est vrai que c'est bien de prendre 20-25 minutes, comme ça je pourrais répondre à toutes vos questions.
Bah, parfait. Donc, on va garder à peu près le même horaire. On va faire du 11h midi. On vous confirmera la date du 4 mai, mais a priori, je n'y vois aucun inconvénient. Donc, après, il faut qu'on voit par rapport au dispo de Camille et du reste de l'équipe de Oracle. Donc, voilà. Début mai, un mardi, 1 heure, avec la présentation de la roadmap et des dernières nouveautés. Bien, merci à tous. J'espère vous revoir bientôt et le mois prochain pour la session avec Camille et dans 2 mois pour le prochain webinaire où je vais contacter les personnes qui ont accepté de faire des retours d'expérience de façon à organiser avec ces personnes-là ce qu'on pourrait présenter la fois prochaine. Pardon. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Anna. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.